Merci d'être là pour ce nouveau cross meetup avec le GDG, le DevOps Lille et Cloud Nord. Aujourd'hui, on accueille Johan, donc je lui laisserai se présenter juste après. Il aura 45-50 minutes dédiées pour lui. Avant de ça, quelques annonces. Déjà, on a lancé, vous avez peut-être dû le voir, l'organisation de Cloud Nord 2021. Si je ne mets pas le focus sur mes slides, ça ne va pas le faire. Si je ne mets pas sur la première slide, ça ne va pas le faire non plus. Pour rappel, Cloud Nord, c'est une conférence organisée en ligne, malheureusement cette année encore une fois, dédiée à toutes les problématiques liées au cloud, DevOps, etc. Donc après le succès de l'édition 2020, on relance le truc. Ça sera le 7 et le 8 octobre, donc sur pas totalement 2 jours. On partirait plus sur une journée et demie pour éviter d'être 2 jours en visio toute la journée. Donc on partirait plus sur une journée et demie. Le call for paper est ouvert, donc n'hésitez pas à proposer des sujets. On partagera les slides après le meetup. Donc nos objectifs, 500 participants, 2 jours, 35 talks, des codes lab, 3 tracks en parallèle, du fun, on va s'amuser, on va parler, on va réseauter, ça va être cool. Donc plusieurs possibilités, si vous voulez proposer des sujets au CFP, le CFP se fait sur Conference Hall, plateforme que vous devez peut-être connaître. Donc 3 types de talk, des conférences de 45 minutes, des fast track, des quickies de 20 minutes, et enfin des hands-on de 2 heures. Les thématiques que vous allez pouvoir retrouver sur le CFP, je ne vais pas tous les lister, mais on souhaite mettre on souhaite avoir des sujets autour du Green IT notamment. Donc, on a déjà des surprises dans nos bannettes. Donc, rendez-vous le 7 et 8 octobre. Mais si vous proposez des sujets sur ce domaine-là, ça nous intéresserait énormément. Donc, les sujets sont ouverts. Le CFP est ouvert jusqu'à mi-juillet, de mémoire. J'ai plus la date en tête. Donc, rendez-vous sur Conference Hall. Et vous pouvez proposer, juste après le talk de Johan, proposer un ou plusieurs sujets. Donc voilà les petites slides de rappel pour les sujets pour lesquels on souhaite vraiment trouver des speakers ou speakers concernant la Green IT et la tech responsable. Voilà pour le moment pub de Cloud Nord. J'avais 2 points, non, un point à mentionner. Dans l'écosystème communautaire lillois, avec le GDG Lille, on a organisé une conférence Web Stories en février. On a enfin fini de publier toutes les vidéos, finaliser toutes les transcriptions de toutes les vidéos. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du Web Stories pour les visionner. Et restez à l'écoute, on risque de relancer le DevFest bientôt. Voilà. J'ai fini pour... Ah non, dernier petit truc. Il y a mon ami Paco à la régie qui m'a donné des dates des prochains meet-up. En tout cas, des dates approximatives. Alors, on sait que fin mai, on va avoir un talk sur Kubernetes. Donc, au Mont-Ciel, Kubernetes mine des bitcoins. Et en juin, donc encore en cross meetup avec le Cloud Nord et le GDG et le DevOps Lille. Et en juin, le DevOps Lille organise un meetup sur GitHub sur comment construire des collections Ansible. Voilà, donc abonnez-vous aux différents meetups des différentes associations qu'on vient de citer et vous serez maintenus au courant. Voilà pour l'introduction. Je vais laisser Johan venir sur scène. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Tac.
partager maintenant. Ouais. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Tac. Donc, a priori, c'est bon, super. Du coup, donc, je vais me présenter avant de commencer. Donc, moi, c'est Johan Gracia. Je travaille dans une boîte qui s'appelle Paddock, qui est une boîte de services où on fait de l'ops pour des entreprises. Donc, on monte des infras, surtout dans le cloud, où on accompagne des développeurs, etc., et des équipes qui ne sont pas forcément d'ops, tout ça. Et du coup, là, moi, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue donc, dans cette boîte, où pour un client, on a dû migrer 140 applications en fait, sur GitLab CI en 3 mois. Donc pour vous donner un peu de contexte, avant de commencer, donc le client, qu'est-ce que c'était le client, etc. Donc c'était une boîte dans la food tech. Je vais pas donner le nom, mais où il y avait à peu près une quarantaine de développeurs qui travaillaient, ça avançait vite. Et nous, notre mission, c'était pas uniquement migrer toutes ces applications. On devait aussi du coup gérer leur infra et la consolider. Donc cette partie migration, c'était une partie de notre mission. Je vais avancer. Donc comment ça va se passer ce petit talk? Je vais commencer par vous expliquer pourquoi on a migré. Déjà, pourquoi migrer 140 applications vers GitLab CI? C'est une question légitime pour savoir vraiment en fait est-ce que ça valait le coup et qu'est-ce qu'on avait à y gagner. Ensuite, je vais vous parler des difficultés qu'on a rencontrées, qu'on a des fois anticipées, des fois moins. Et ensuite, je vais vous parler de comment on a fait, qui est, je pense, la partie la plus intéressante et sur laquelle on va le plus s'attarder. Hop. Du coup, pourquoi migrer? J'ai remis 3 points d'interrogation parce que c'est une vraie question en fait. Il faut se demander pourquoi on fait les trucs à chaque fois avant de partir. Et en fait, là, je vais vous donner un peu plus de contexte sur ce qui était en place chez mon client actuellement. Donc en fait, de base, eux, ils avaient plusieurs outils. Donc j'ai mis passer de 3 interfaces à une seule. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Les développeurs en fait, donc travaillaient sur GitHub. Ils avaient de la CI qui était réalisée avec CircleCI. Et à côté, ils avaient aussi un Jenkins qui, en fonction de certaines choses qui se passaient sur leurs différents repos, faisait des jobs donc de build d'image Docker, par exemple, etc. Et au-delà de ça, ils avaient ensuite un autre repo GitHub sur lequel, là, il y avait la configuration Kubernetes de toutes leurs applications. Donc, en fait, en mode GitOps, globalement, il y avait un repo qui disait « Ok, c'est quoi l'état actuel de mes clusters Kubernetes et mes applications ?» Vous voyez mon deuxième point qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, un développeur qui veut mettre en production, là, il devait faire 6 merge requests, enfin 6 pull requests sur GitHub du coup, au moins, et il devait attendre à chaque fois de s'assurer que son image allait bien build avant de pouvoir faire une pull request sur son deuxième repo où il y avait la configuration Kubernetes pour mettre à jour le numéro de version de son image pour mettre à jour son application sur l'environnement voulu. Et du coup, donc ça, c'était super painful pour les développeurs. Et leur flow le plus court, leur git flow le plus court demandait 12 actions manuelles minimum. Donc, et il y en avait certains qui pouvaient monter jusqu'à 18. Donc vous comprenez très vite à quel point ça pouvait être long, fastidieux et surtout en fait erreur prone pour les développeurs qui, de temps en temps, en fait, assez régulièrement, pouvaient se tromper sur leur repo de code où ils mettaient pas le bon numéro de version, par exemple, qui était à renseigner à la main et qui écrasait, par exemple, les anciennes images Docker qui étaient parfois encore utilisées. Donc, en fait, on se retrouvait avec des images déployées sur des clusters qui n'étaient plus taguées dans le registre Docker. Donc, voilà. Par exemple, ou encore tout simplement se tromper de numéro de version quand on met à jour l'application sur un environnement et donc casser l'environnement. Donc ça, c'est des choses qui arrivaient parce que justement, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de flux de CI/CD complètement unifié.
Et j'en ai déjà parlé, mais mon troisième point, c'est aussi la CI/CD en fait variait entre les différentes équipes. Il y avait des équipes de développeurs, donc les 40 développeurs étaient répartis en différentes équipes en fonction de ce qu'ils faisaient, car en fait il y avait plusieurs applications donc dans cette même boîte à destination de clients différents. Et du coup, ces différents développeurs en fait avaient parfois des tests, parfois non. Avaient parfois des jobs de build qui se faisaient d'une certaine façon et parfois d'une autre façon. Et la seule chose qui était commune en fait à tout le monde, c'était justement le repo commun avec toute la configuration Kubernetes, où là il fallait faire une MR sur du coup 3 branches qui étaient divergentes en plus. En fait, avec une branche qui était représentative de l'environnement de développement, une branche qui était représentative de l'environnement de pré-prod et une branche pour l'environnement de production. Et du coup, ces 3 branches étaient complètement divergentes, au passage. Ce qui explique d'ailleurs les 3 MR. Du coup, donc ça, c'est vraiment le contexte. Et comme vous pouvez le voir, donc, il y avait plusieurs problématiques. Donc, en effet, passer de 3 interfaces à une seule. Donc, en fait, avoir juste un repo GitLab et pouvoir suivre, en fait, si les tests sont bons, si tout est build, si c'est déployé et si ça a marché. Diminuer le nombre d'actions manuelles, donc faire en sorte que les développeurs, ils aient plus de 12 actions manuelles, mais qu'ils en aient un minimum. Donc, on reviendra tout à l'heure sur combien d'actions manuelles on a pu leur mettre. Et donc un côté unifier la CI/CD entre les équipes, donc en fait pour que les équipes aussi puissent plus facilement travailler ensemble. Et après ça, du coup, j'ai mis un point aussi sur améliorer le flow actuel. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, là la partie versionning en fait, par exemple, pouvait présenter beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y avait beaucoup d'actions manuelles dessus, mais en fait les parties rollback évidemment n'étaient pas automatisées non plus, et donc pouvaient aussi mettre beaucoup d'erreurs. Donc on a aussi travaillé à améliorer le flow qui était déjà présent. Top. Du coup, ensuite, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées? Et en fait, il y a plusieurs types de difficultés. La première difficulté dont je vais parler, c'est en fait les 40 développeurs doivent adhérer. Parce qu'on travaille pour eux, on travaille avec eux en fait, surtout ça, c'est le avec, je pense, qui est important. Et en fait, la solution, il faut qu'ils soient convaincus que c'est la bonne, et surtout en fait, il faut qu'ils disent ouais, cette solution elle correspond à ce qu'on veut faire, et il n'y a pas une solution qui va être jugée parfaite par tout le monde, c'est pas possible. Par contre, en fait, il faut qu'ils comprennent tous, enfin, il faut qu'ils aient pu participer à une discussion, il faut qu'ils aient pu en fait dire, ok, ouais, ce flow-là, je vois ce qu'il m'apporte, et par rapport à ce que j'avais avant, ouais, ça va changer ma vie. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième point vraiment difficile, ça fait qu'on a du coup 140 CI/CD à maintenir. Et aujourd'hui, enfin, avant qu'on commence justement cette migration, il n'y arrivait pas. Et c'est aussi pour ça qu'on avait des CI/CD divergentes entre les équipes. C'est parce qu'en fait, ils maintenaient tous des bouts de CI de leur côté, et même au sein d'une même équipe, il y avait des CI et des CD complètement différentes et divergentes. Donc, il y a une problématique de comment on gère justement ces 140 CI/CD pour qu'elles ne soient pas divergentes et que un an plus tard, en fait, ça soit irreprenable. Donc il y a ça, et la dernière difficulté, c'est 140 repos à migrer, ça prend du temps. Et s'il fallait 3 heures pour migrer chaque repo, 3 heures fois 140, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dire « Ok, ça m'apporte, mais là, j'ai le temps à passer dessus ». Du coup, il y avait une vraie problématique de comment on fait pour migrer rapidement aussi les repos, pour que on gagne vite en valeur, et en plus on ne saoule pas les devs et nous, parce qu'en fait si on doit passer 3 heures sur un repo, on n'a pas envie de le faire 140 fois. Donc en fait tous ces trucs là, en vrai, les 2 points en dessous, les 140 repos, enfin les CI à maintenir et les migrations qui prennent du temps, c'est des choses qui pour moi en fait viennent aussi du côté les devs doivent adhérer. En fait, les devs, ils vont pas adhérer s'ils se disent « Ok, tu me proposes un truc, mais dans 6 mois, ça tient plus. »
et s'il dit si tu me proposes un truc, mais en fait, je dois arrêter de délivrer pendant 3 semaines pour que ça marche, j'en veux pas, quoi. Donc pour moi, en fait, les 2 points en fait, vont être traités par les devs doivent adhérer. Top. Du coup, comment on a fait? Hop. En fait, on a migré un premier repo. Déjà, on est parti de là, on s'est dit, OK, on va migrer un repo et on va proposer un nouveau flow et on va voir comment ça marche. Donc là, je vous ai montré globalement le flow à peu près qu'on a fait. Donc en fait, il y a 2 points importants. Donc si je décris un petit peu le flow, en fait, les développeurs travaillent, eux, sur des feature branches où ils ont aussi des tests qui étaient automatisés. Et en fait, tous les repos permettaient de travailler en local avec un Docker Compose, etc. Et du coup, les développeurs, en fait, sur leur feature branche, travaillent en local. Et ensuite, ils vont merge leur branche sur la branche de dev. Sur cette branche de dev, donc il y a des tests automatisés. Donc ce que j'ai affiché là, en fait, c'est tout ce qui est automatique. Il y a des tests qui sont faits, il y a des bulles d'images, et du coup, ensuite, l'image est push sur un registry. Et ensuite, il y a le déploiement sur l'environnement de dev. Et on voit qu'il y a déjà un step de rollback manuel qui a été mis. Qu'est-ce qui se cache derrière cette partie de déploiement et rollback? En fait, on en a profité, nous, pour sortir des manifestes en fait, Kubernetes avec des X objets à chaque fois. Et on est passé sur des charts Helm. Donc, pour ceux qui connaissent, ça permet notamment de versionner des groupes de ressources Kubernetes en même temps, et du coup de templatiser aussi ces groupes de ressources, donc potentiellement avec un fichier de variable unique, pouvoir définir tout un ensemble de ressources, que ce soit des déploiements, des config maps, des secrets, ce genre de choses. Donc ça permet de versionner et de gérer la conf Kubernetes d'une manière beaucoup plus simple et visuelle. Et ça permet notamment du coup de faire du rollback très simple aussi. Et du coup, on a rajouté un job de rollback en fait, où le développeur a juste à cliquer sur un bouton, donc sur sa pipeline GitLab CI, pour que son application revienne à l'état d'avant. Point d'attention là-dessus d'ailleurs, ça revert pas le commit. Donc en fait, ça pour le coup, le côté Git est revert côté développeur. Et donc, si je continue le flow ensuite, donc, on merge sur la branche de master qui est, il y a à nouveau des tests, et ensuite, on déploie l'application en pré-prod. Et on voit que derrière, il y a 2 jobs. Un qui permet donc de rollback donc, sur la pré-prod, et un qui permet de trigger le déploiement en prod. Et en fait, trigger ce déploiement en prod, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va taguer une version donc, de manière automatique, et déployer en prod cette version. Donc en fait, qu'est-ce qui se cache derrière aussi là, c'est qu'on retag l'image Docker au passage avec la version qui va être déployée en prod. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'erreurs manuelles sur tout ce qui est versionning et c'est beaucoup plus simple pour les développeurs. Donc ça, c'est le flow qu'on a mis. Il n'est pas optimal, il est challengeable. J'ai 2 remarques quand même cependant par rapport à ce flow. La première, c'est que du coup, c'est un flow parce que je pense qu'on vient bien à des petits repos. Parce qu'en fait, factuellement, là, les développeurs, comme ils ont 140 repos, ce qui est déjà énorme, ça fait qu'ils travaillent rarement à plus de 1 développeur sur un repo à la fois. Les features, elles vont venir de microservices différents en parallèle. Et ça fait qu'on n'a pas de divergence entre master et dev au global. Ce qui fait que ce flow marche, dans notre cas en tout cas, a bien marché. Donc voilà, donc on a migré ce premier repo et on a regardé, il n'était pas parfait. Et ensuite, on allait voir les développeurs en fait. Après avoir migré ce premier repo, on allait les voir, on a fait une présentation de, voilà, on a migré un repo, on a mis le flow que je viens de vous présenter en tant que CI/CD, et ensuite on a échangé avec eux. Et le point super important, c'est que je me souviens très bien en fait dans cette présentation qui durait 1 heure, on a présenté pendant 30 minutes à peu près ce qu'on avait fait. On s'est attardé un peu plus sur la partie technique,
notamment des M-charts, etc., des fichiers de configuration que les devs allaient devoir regarder un petit peu après parce que ça sera dans leur repo. Et après, en fait, on a gardé 30 minutes de discussion. Et ces 30 minutes de discussion, elles ont été super importantes. Elles ont été super importantes parce que ils ont tous pu justement parler de leurs craintes, parler des choses qu'ils n'avaient pas bien comprises, faire des propositions aussi. Donc on a parlé des performances de la CI, on a parlé de GitLab. Donc est-ce que on peut tout simplement mettre les mêmes features qu'il y a sur GitHub, c'est-à-dire par exemple des approvals pour avant de merge les MR, ce genre de choses. On a parlé de Helm où il y en a qui avaient des questions ou par rapport à Kubernetes, et on a parlé du côté maintenabilité aussi où à ce moment-là on n'avait pas de solution propre pour gérer le côté maintenabilité de toutes ces CI. Et en fait, cette discussion, je pense que c'est vraiment le truc qui a drivé et qui a fait que ça a marché derrière la migration des 140 apps, parce qu'on est sorti en fait avec les craintes en fait des développeurs et on avait des actions du coup pour qu'ils adhèrent. Et on y a réfléchi, on a proposé des trucs. Du coup, comment on a fait derrière? En fait, on a testé sur d'autres repos et on a testé du coup les actions dont je vous parlais juste avant. Donc déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est on a cherché l'adhésion de chaque équipe. Et pour chercher l'adhésion de chaque équipe, en fait, on a testé des migrations. En fait, on a migré un repo de chaque équipe. Donc avec soit un développeur, soit l'architecte, mais pas forcément en fait justement la personne qui aidait l'équipe, parce que leur vision c'était en fait il faut que tout le monde puisse le faire, avec laquelle on était aligné. Et du coup on a migré ça et en fait on a pu regarder le côté générique de notre CI/CD. Donc là tout ce qu'on avait fait, ça marchait pour un repo. La question, c'est déjà, est-ce qu'en fait, ça marchait pour d'autres repos? Est-ce que les différents repos avaient des spécificités, etc. Et on s'est rendu compte que oui, en fait, il y avait certains repos qui avaient des spécificités. Le code, en fait, c'était du Node. Et en fait, il y avait plusieurs types de repos. On s'est rendu compte qu'il y avait du coup la plupart des repos qui étaient en Node, donc des microservices conteneurisés, etc., qui marchaient de la même façon. Mais en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des repos qui étaient des packages NPM et du coup qui n'avaient pas le même flux, qui n'avaient pas vocation à avoir le même flux, où on s'est rendu compte que certains repos avaient besoin d'une base de données pour réaliser leurs tests, à monter à la volée, etc., ce qui n'était pas le cas de tous. Et donc, en fait, en testant plusieurs repos avec plusieurs équipes, on a pu justement mettre à jour les fichiers GitLab CI qu'on a fait et essayer justement de faire quelque chose le plus générique possible pour que ça puisse marcher avec tous les repos, avec tous les microservices et que ça fonctionne de la manière la plus simple. Dernier point, du coup, ça fait aussi qu'on a pu tester le processus de migration. La première fois, on l'avait fait sans développeur, on l'avait fait juste de notre côté en Trops pour tester et on a vu la vallée des développeurs sur le repo qu'on voulait migrer. Là, cette fois-ci, en fait, l'objectif, c'était que les développeurs, en fait, réalisent le truc de migration. Donc, on l'a fait en pair programming, donc à deux. Et justement, avec chaque équipe, on l'a fait à deux. Et ça a permis de sortir deux trucs. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au début, en effet, on n'était pas du tout rodé et le processus était long. Donc, en fait, les premières migrations, elles ont duré entre 1h30 et 2 heures, ce qui est énorme. Si on fait 2 heures fois 140 développeurs, on n'a plus envie de migrer. Enfin, fois 140 repos, pardon. Du coup, on s'est dit, OK, comment on peut faire justement pour avancer là-dessus, pour réduire ce process de migration. Et justement, en voyant les différences du côté générique de la CI/CD, on s'est dit, OK, comment on peut faire pour que notre CI/CD prenne en compte, par exemple, les packages NPM, puisse monter justement des Postgres lorsque c'est nécessaire facilement, etc. Et tout. Et top, je pense. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait derrière, c'est on a optimisé. On a appris de ces quelques tests et on s'est dit, OK, maintenant qu'on a des retours d'expérience, maintenant qu'on a les retours des développeurs, maintenant qu'on a nos retours à nous et qu'on a vu les difficultés qu'on a rencontrées, on va tacler les problèmes qui
qui nous gênent. Et le premier, par exemple, c'est en fait, on a mis la CI/CD, enfin toute la partie CI/CD dans un repo à part. En fait, on a fait un repo sur GitLab qui contient globalement que de la CI/CD, enfin toute la CI/CD avec des jobs, templates. Et du coup, lors de la migration, dans chaque repo, en fait, on fait un include de cette CI. Donc c'est avec la petite syntaxe que j'ai mis à gauche. Globalement. Donc là, c'est la syntaxe qui est tirée de la doc, mais on a fait la même chose. Et ça veut dire qu'en fait, la CI, elle est centrée à un endroit. Et dans chaque repo, on va uniquement mettre la partie vraiment spécifique à la CI du repo. Donc là, ce truc-là, ça nous a permis de quoi? Ça nous a permis de, quand on a des améliorations à apporter à la CI, en fait, on peut les faire à un endroit et tout de suite, on a tous les repos qui sont impactés. Alors là, du coup, vous allez dire, oui, mais du coup, c'est-à-dire que si on casse un endroit, en fait, on casse pour tout. Et ça veut aussi dire que si on fait une modification, il faut tout retester. Il faut tester tous les repos pour s'assurer qu'on n'a rien cassé. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai. C'est un bon point négatif à cette solution. Mais dans notre cas, pour le premier point qui est si on fait la modification, on peut tout péter. En fait, nous, on a mis un process en place en fait avec les développeurs qui est, on avait dans ce repo-là 2 jobs de CI en fait. On avait une partie stable et une partie qu'on appelait incubator. Donc c'est un peu sur le même modèle qui était pris pour les M-charts. Donc sur le repo officiel d'M-chart. Et en fait, quand on voulait faire des tests, on mettait sur incubator et on les testait d'abord sur certains repos. Donc sur quel repo? En fait, sur les repos sur lesquels en fait on voulait bénéficier de la modification. Et du coup, uniquement une fois qu'on l'avait testé, qu'on avait pu vérifier que ça fonctionnait, on le mettait sur le stable pour que ça impacte tous les autres repos. Ça demande pas mal de maturité et c'est quand même perfectible comme moyen. Mais globalement, on s'est rendu compte que ça marchait. Et pourquoi ça marchait? Notamment parce qu'en fait, on a beaucoup formé les devs. En fait. On s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés. Donc pas tous, mais dans chaque équipe, il y avait au moins une personne qui était très intéressée, que ce soit par la partie CI ou par la partie cube, etc. Et en fait, c'est simple, on a passé plus de temps avec eux à des moments pour travailler sur la CI, etc. Et en fait, on les a aussi écoutés quand ils avaient des questions, des recos et qu'ils voulaient apporter des modifications. Ce qui fait qu'en fait, ils ont pris en main la CI et que c'était plus notre CI, enfin, c'était plus la CI des ops. En fait, c'était la CI des devs et des ops. Et en faisant ça, en fait, ça fait que les devs ont pu travailler à des moments sur de l'optimisation du cache ou des choses comme ça sur la CI. Pendant que nous, on travaillait sur l'optimisation d'autres parties comme les runners qui exécutent le code. Et cette formation des devs aussi, elle nous a permis de gagner énormément de temps. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on prenait à peu près 1h30 à 2 heures sur les quelques premières migrations GitLab. Et en fait, ce temps, il s'est réduit très vite à 30 minutes maximum. Et même à des développeurs qui étaient capables de faire des migrations GitLab autonomes. Donc en fait, à une seule personne au lieu de 2. Donc on était quand même disponible s'il y avait des problèmes, etc. et tout. Et les développeurs nous disaient quand est-ce qu'ils allaient réaliser des migrations s'ils les faisaient tout seuls. Mais en fait, ça fait qu'ils ont pu tirer le truc. Et en fait, c'est sorti, c'était plus uniquement le sujet des ops, mais en fait, c'est le sujet des devs et des ops. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu avancer super vite et faire tous ces repos en 3 mois. Après, il y a un autre point qui est important, c'est que avec toutes les discussions qu'on avait eues avant, ça a aussi permis de faire adhérer non seulement tous les devs, mais en fait aussi tous les archis et même le CTO de la boîte qui était convaincu que ça allait beaucoup nous aider.
Et ce qui fait que les développeurs avaient également du temps en fait prévu dans leur semaine, donc dans leur sprint, pour migrer des repos. Et en fait, bon, factuellement, sans ça, c'est pas possible de migrer. Il faut forcément que ce soit priorisé, etc. Mais en fait, c'est grâce aux discussions et tout, c'est devenu une évidence au gain sur les premiers repos que c'était la bonne solution et que ça allait vraiment les aider. Tac. Du coup, oui, par rapport au positionnement de la CI d'un repo à part, aussi le point donc forcément qu'on a fait, c'est on a adapté les jobs pour qu'ils prennent en compte les packages NPM qui n'avaient pas les mêmes, qui demandaient pas les mêmes jobs et qui demandaient certains jobs spécifiques. Et en fait, c'est simple, on allait récupérer du coup un fichier différent en fonction de si on voulait, si on gérait un package NPM ou une application, ou une API. Tac. Et dernier point dont j'ai pas trop parlé en fait sur toute cette migration, c'est que au final on a quand même eu un écueil que au début on n'avait pas et qui arrivait au fur et à mesure des migrations, c'est les performances de la CI/CD. On est passé du coup de le GitLab Runner qui était en fait utilisé par une personne de temps en temps à des runners en fait qui étaient utilisés par les 40 développeurs tout le temps, qui faisaient régulièrement des pushes, etc. et qui du coup lançaient plein de jobs. Et forcément, il y a la question de la performance de la CI qui est arrivée. Et la performance de la CI, en fait, je pense qu'il y a deux trucs dedans. Il y a le temps d'exécution des jobs. Donc, est-ce qu'en fait, on a bien optimisé cette partie-là. Et il y a aussi, je pense, le temps d'attente des runners. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un runner sur GitLab, le runner, en fait, c'est la machine qui va exécuter, c'est le process plutôt, qui va exécuter le job de CI, donc les tests, le build, ce genre de choses. Et du coup, nous, on a travaillé sur ces deux axes. On a dû travailler sur toute la partie runner. Donc, en fait, quelle est la méthode qu'on a mise en place de notre côté? C'est on a utilisé la méthode Docker Machine. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode Docker Machine? En fait, c'est on fait spawn des instances à la volée lorsqu'il y a des demandes de job. Donc carrément, nous, on était sur AWS, donc on faisait spawn des EC2 à la volée sur lesquels s'exécutaient les jobs. Et ça, au niveau perf, en fait, ça nous a convaincus. Et bien sûr, en mettant plusieurs types de runners. Donc, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire plusieurs types de runners? En fait, on avait des runners avec des capacités différentes en CPU, RAM, etc., en fonction du job qui était utilisé. Donc, globalement, les tests avec NPM consomment beaucoup plus de RAM que certains jobs de build ou des choses comme ça. En fait, on a optimisé aussi sur ce côté-là. Il y a eu pas mal de travail à faire au fur et à mesure. Et le deuxième point dont je parlais, c'est l'optimisation des jobs en eux-mêmes. Et là, en fait, justement, on a mis en place aussi du cache partagé. Donc, c'est une feature un peu classique de GitLab maintenant. Mais quand on l'a fait, ça ne l'était pas. Donc, c'était en 2019. Et du coup, on a mis du cache partagé, donc ce qui fait que les différents jobs se lançaient sans, par exemple, avoir à réinstaller tous les packages NPM qui peuvent faire plus d'1 giga facilement à chaque fois. Et du coup, pour donner vraiment un chiffre sur ce que ça nous a apporté, pour le gain pour les développeurs, en fait, on est passé de minimum 12 actions manuelles à 4. Les 4 étant cliquer sur les boutons, donc sur le flow tout à l'heure, et merge des merge requests. Et on est passé d'un flow de mise en prod, donc en partant de la feature branch jusqu'à la mise en prod, ça prenait entre 2 et 3 heures aux développeurs. On est passé à un flow qui peut se faire en 15 minutes, entre 15 et 20 minutes en fonction de la longueur des tests. Hop. Et du coup, en fait, si moi j'ai une recommandation par rapport, s'il y a un truc, je pense qu'il faut retenir de ma présentation, s'il y a un truc à noter et qui va le plus vous aider quand vous voulez que ce soit migrer en fait des repos CI/CD ou même en fait juste faire de la CI/CD avec des devs, en fait,
c'est vraiment le sujet le plus classique du DevOps. C'est vraiment là où je pense qu'il y a le plus d'interface entre les devs et les ops. Donc en fait, faites-le ensemble. C'est le truc super important. Il faut, vous avez une part de responsabilité dans la CI/CD et notamment votre part va plus être sur la partie runner, machin, etc. Mais en fait, vous avez aussi votre part sur le Git flow parce que si le Git flow il convient qu'au dev, en général derrière il est super dur à mettre en place et il va poser plein de problèmes techniques. Et s'il convient qu'aux ops, en fait, en général, il va pas être intuitif pour les devs et en fait ils vont dire je comprends pas pourquoi je fais ces trucs, et ce qui est vrai en fait parce que eux ils ont peu de valeur derrière. En fait je pense qu'il faut vraiment construire le truc ensemble, discuter, échanger et une fois qu'il y a une solution qui convient, en fait n'hésitez pas à les former dessus et avoir juste un mec par équipe qui est fort dessus, ça aide vachement. Ça aide vachement parce que ça fait que vous n'êtes pas sollicité tout le temps pour des trucs et en fait un mec qui va être un peu formé, il va être capable de dire quand il ne sait pas et en fait de vous appeler à l'aide quand c'est vraiment nécessaire. Et ça, c'est intéressant parce que ça arrive souvent aussi que les gens donc, pensent qu'ils sont forts parce que ça a l'air facile. Et en fait, il y a des concepts qui sont très simples, mais ce qu'il y a derrière, des fois, c'est beaucoup plus dur. Et comme ils ne sont pas plongés dedans, en fait, ils risquent de faire des bêtises. Et ils vont pas appeler à l'aide parce qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire des bêtises. Donc, en fait, si vous voulez former à être autonome, si vous formez un mec par équipe au moins qui maîtrise le sujet, ça va vous faire gagner vachement de temps parce qu'il pourra aider son équipe là-dessus. Donc, vous déchargez du travail et en même temps, il pourra venir vous voir quand il y a des vrais sujets, quand il y a des vraies problématiques et vous pourrez travailler avec lui pour avancer. Et le dernier point aussi, c'est utiliser les mêmes outils. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, au début, vous avez vu, il y avait 3 interfaces différentes. Et en fait, les ops d'avant, donc avant qu'on arrive sur le projet, ils n'étaient pas sur GitHub. Ils n'avaient pas le même flow. Et en fait, ils étaient sur GitLab. Ce qui fait que cette problématique de CI/CD et de 3 interfaces différentes et de 14 actions manuelles, ils ne l'avaient pas. Et en fait, si on n'a pas les mêmes problèmes, c'est vachement plus dur de bosser ensemble aussi. Donc voilà. Hop. Donc, merci d'avoir écouté cette présentation. Je ne sais pas s'il y a une partie question après. Ouais, si. Parfait. Donc là, normalement, je suis sur scène. Maxime, c'est bon? Alors, merci Johan pour cette présentation. Alors, en effet, on a 2 questions. Alors, de Sébastien. Les 2 sont de Sébastien. Pour le rollback, vous avez ça. Donc, ça, c'était une question qu'il avait posée au tout début de la conférence, si ma mémoire est bonne. Ouais. Pour le rollback, vous avez simplement utilisé Helm rollback vers une utilisation précédente ou une autre méthode? Alors, notamment, comment est géré le rollback des données? Ouais, du coup, on a fait du Helm rollback. Et donc, au début, on s'est juste arrêté là où il n'y avait pas de partie donnée. Et après, en fait, on a itéré dessus. Et ce qu'on a fait, c'est on a mis en place des pré-commit hooks. Donc, donc, je ne sais pas si... pardon, pas des pré-commit hooks, des Helm... des hooks Helm. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les développeurs, en fait, donc quand ils font des migrations de données notamment ou des changements de schéma de base, etc., ils doivent donc, en fait, c'est intégré à la partie Helm. Et en fait, si les migrations ne marchent pas, la nouvelle application ne va pas se déployer. Donc déjà, ça c'est un premier point qui est assez important. Et surtout, en fait, ils doivent aussi faire le script qui permet de faire le rollback. Et donc en fait, au moment où on va rollback, le hook va se lancer et va faire les migrations de données dans le sens inverse pour le schéma de base. Très bien. Et la deuxième question du même Sébastien, c'est plus intéressant d'utiliser GitLab Runner avec l'exécuteur Docker Machine que l'exécuteur Kubernetes? Et en fait, ça, je pense que ça dépend de votre application. Moi, là, sur d'autres projets, j'utilise quasiment que du GitLab Runner en Kubernetes. Du coup, en fait, je pense que en fait, ça dépend de plusieurs trucs pour moi.
en fait, ça dépend déjà de la fréquence de lancement de vos jobs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça va vous coûter plus cher a priori d'avoir du Docker Machine parce que quand vous avez du Docker Machine, donc en fait les machines qui apparaissent à la volée vont pas disparaître tout de suite, vous mettez un temps dessus avant qu'elles s'éteignent pour qu'elles puissent reprendre des jobs, etc. et que ce soit plus rapide pour les jobs d'après. Et du coup, en fait, si vous avez peu de jobs, vous allez vous retrouver avec des machines qui attendent souvent et une VM, en fait, enfin une EC2, par exemple Amazon, ça peut coûter assez cher. Ça va coûter plus cher que si vous avez en fait vos pods Kubernetes qui peuvent potentiellement se mettre sur les VM où il y a de la place, entre guillemets. Donc je pense qu'il y a ça à voir. Après, la difficulté, c'est sur Kubernetes, à partir du moment où vos jobs vont consommer beaucoup de ressources, donc beaucoup de CPU ou beaucoup de RAM, ça peut être plus difficile, ça demande peut-être plus de compétences de réussir à faire matcher en fait les requests et limites de Kubernetes pour votre job avec vos pools de nœuds. Donc, avoir des pools de nœuds séparés, ça peut être une solution qui peut aider. Après, si vous avez des jobs qui demandent vraiment des ressources disparates, donc un job qui va demander beaucoup de ressources, un qui demande peu de ressources, c'est pas forcément évident de bien gérer ça, vu que ça va demander potentiellement des grosses machines pour pouvoir mettre plusieurs trucs. Enfin, l'optimisation n'est pas forcément simple non plus. Donc voilà. Après, si votre job demande peu de ressources, avec Kube, c'est probablement plus simple, je pense. En tout cas, au moins la mise en place. Merci bien. Alors, il y a deux nouvelles questions qui sont arrivées de Monsieur Paul Alexandre du DevOps Lille. Y a-t-il eu des difficultés dans l'adoption de la solution proposée? Des personnes très réticentes, par exemple. Tac. Personnes très réticentes. Au début, il y a des gens qui n'étaient pas convaincus. En fait, ça c'est sûr. Et on a dû pas mal en discuter avec eux. Après, en fait, ces personnes qui ont été très réticentes, c'était plus parce qu'elles avaient l'impression que derrière, elles n'allaient pas pouvoir, eux, travailler dessus, en fait, pas trop pouvoir itérer dessus et prendre part à ça. Et en fait, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, quand on a commencé à travailler avec eux, quand on leur a permis, quand il nous a dit, voilà, moi, je voudrais travailler sur le cache, machin et tout, et qu'on dit, en fait, genre, go, travaille sur l'optimisation du cache des packages NPM. Il a pu tester ces trucs et qu'on lui a dit, ouais, on lui a fait des retours constructifs par rapport à ce qu'il avait fait pour que ça soit mieux, etc. Du coup, après, ça s'est bien passé. Mais en effet, au début, il y a quelques personnes qui n'étaient pas forcément... qui n'étaient pas les plus enthousiastes du monde, mais en fait, c'était plus pour le côté... j'ai l'impression que c'est un outil sur lequel je ne vais pas avoir la main et sur lequel... ça ne va pas être mon outil, ça va être un outil qu'on me donne, ça ne va pas être mon outil. Ça marche. Sébastien nous remercie pour toutes tes réponses et il nous en pose une troisième. La partie CD est-elle inclue dans le même pipeline que la CI ou y a-t-il des pipelines différents? Le dernier qui trigger, par exemple, le second. Du coup, en gros, au niveau du GitLab CI, donc je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait un fichier GitLab CI. Donc, un fichier GitLab CI, il y a tout au même endroit. Donc en fait, même si vous faites des imports, des include, d'autres fichiers, etc., au final, lui, il merge tout, il fait juste un seul gros fichier. Et ensuite, il regarde pour chaque job, est-ce que ça se trigger ou pas, en fonction de si vous êtes sur telle branche, si vous êtes sur tel truc, etc. Et par contre, comment ça apparaît? En fait, sur chacune de vos branches ou sur chacun de vos tags, vous avez un pipeline associé, s'il y avait une raison d'en trigger un. Dans notre cas, il y avait au minimum un job de test en fait sur les branches de feature. Et du coup, si on revient, là j'ai plus mon flux sous les yeux, mais si on reprend le flux, par exemple sur la branche de dev, il y avait des tests, puis du build, puis un déploiement. Et tout ça, ça apparaît sur le même pipeline. Donc en fait, sur l'interface GitLab, vous voyez les 3 rangs avec les jobs, est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est raté, qui s'exécute à la suite. Et tu parles notamment du dernier trigger. J'avais fait une petite flèche pour dire qu'en fait, quand on trigger le déploiement en prod, ça crée un tag. Et du coup, en effet, le déploiement en production, son pipeline va apparaître sur le tag.
Donc en fait, il ne va pas apparaître sur la branche master, il va apparaître sur le tag. Très bien. Merci pour toutes ces réponses, Johan. Je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. Entre-temps, je n'ai pas l'impression. Merci encore pour cette présentation. Elle était super intéressante. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas